Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Près de 22 000 pèlerins sont arrivés à destination au sanctuaire marial de Popenguine. Ils ont bravé la chaleur et la fatigue pour assister à la 134e édition du pèlerinage marial. Nous serons tout à l'heure en ligne avec notre envoyé spécial Daniel Diouf. Ce cambriolage spectaculaire la nuit dernière à la clinique Yaï Khadifal à Louga. Les malfaiteurs au nombre d'une vingtaine ont été pourchassés par les forces de l'ordre. La journée mondiale de l'environnement célébrée ce dimanche, l'occasion pour nous de nous arrêter sur le centre d'enfouissement technique de Gandon, un site qui est devenu une véritable bombe écologique. Reportage à suivre dans ce 20h. Et puis en sport, zoom sur Sadio Mané, le recordman des buts en sélection nationale chez les Lions en une décennie. Il a pratiquement tout réussi. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Direction Popenguine pour y retrouver nos envoyés spéciaux. Daniel Diouf, vous êtes bien en place et les marcheurs sont arrivés à destination. Non. Oui, bonsoir cher Tidiane Diao et bienvenue ici à Popenguine, la cité religieuse qui réunit les confessions. Effectivement, comme vous venez de le dire, les marcheurs sont bien arrivés ici à Popenguine, une déferlante sur ce sanctuaire marial de Popenguine. Pas moins de 22 000 pèlerins marcheurs arrivés des 3 foyers de marche que compte le pays. Voilà donc qui nous amène à introduire d'ailleurs à ce sujet notre invité. Il s'agit de Jean-Pierre Da Silva, il est le secrétaire général adjoint du comité national du pèlerinage de Popenguine. En parlant de chiffres, d'abord Jean-Pierre, bonsoir. 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 Alors je disais tout à l'heure qu'ils étaient quelques 22 000 pèlerins marcheurs à arpenter 52 km de marche. Ça c'est connu, mais de manière globale, combien y a-t-il de pèlerins qui sont attendus ici d'ici demain? Alors d'ici demain, nous pouvons dire qu'au-delà des 22 000 marcheurs, le nombre de pèlerins croît. Après 2 ans d'arrêt, après la pandémie, nous sommes au pèlerinage post-pandémie. Et les 2 éditions précédentes, nous étions à 100 000 pèlerins. Et aujourd'hui, vu l'affluence vers Popenguine, depuis vendredi, je dirais même jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous serons à 150 000 pèlerins en réalité, vu le nombre de pèlerins qui affluent. Le nombre croît, il croît réellement et c'est visible. Alors le nombre est croissant, vous l'avez dit. Est-ce que cela ne peut pas vous amener à croire quelque part que ce sanctuaire qui est juste à côté de nous ne peut plus contenir le nombre de pèlerins qui arrivent ici sur le sanctuaire marial? Alors, c'est une évidence. Nous avons constaté ces 10 dernières années la croissance réelle accrue du pèlerinage. Le nombre de pèlerins croît chaque année et nous disons quelque part que c'est une grâce. C'est Notre-Dame de la Délivrance qui appelle ses fidèles, qui appelle ses jeunes, qui appelle ses catholiques, qui appelle ses fidèles vers Popenguine. Effectivement, il passe de 100 000 pèlerins à 150 000 pèlerins. L'évidence est là, la demande est là. Le sanctuaire marial de Popenguine aujourd'hui ne peut plus contenir tous ces fidèles-là, tous ces pèlerins qui affluent des 14 régions et au-delà, parce que ce pèlerinage n'est plus national, il est devenu international et la demande est forte. Et il nous faut terminer ce nouveau sanctuaire qui est en cours de construction. Ben justement, en parlant de ce sanctuaire d'ailleurs, qui est juste à côté de nous aussi,
Où est le problème? Il était annoncé que ce sanctuaire allait démarrer pour l'année dernière. Bon, malheureusement, allait démarrer l'année dernière. Malheureusement, il y a eu le Covid. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de juguler cette pandémie et jusqu'à présent, les travaux sont à l'arrêt. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, en faisant un peu le bilan, parti du projet du chef de l'État qui a voulu instituer, ériger Popenguine, les villes religieuses, les moderniser, en lançant le projet du nouveau sanctuaire de Popenguine. Nous avons suivi, la communauté a suivi le démarrage des travaux. Entre l'arrêt avec les 2 ans de pandémie, nous avons vu que les travaux avaient commencé, le lancement des travaux. Mais entre-temps, les travaux se sont arrêtés. Il y a eu une communication visant à aviser un peu la communauté catholique par rapport à l'évolution des travaux. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est est-ce que les travaux là, est-ce que l'année prochaine, la 135e édition, voici le vœu pieux de toute la communauté catholique du Sénégal par rapport à ce sanctuaire-là aujourd'hui. La communauté catholique du Sénégal attend, en tout cas, des recommandations fortes du président de la République et de son engagement de diriger Popenguine en cité émergente religieuse, que ce sanctuaire-là, pour l'année prochaine, c'est 150 000 pèlerins qui vont doubler encore. Et j'en suis persuadé que Notre-Dame de la Délivrance va emmener encore à 200 000 pèlerins Popenguine. Et ce sanctuaire marial, ce futur sanctuaire marial-là, va être érigé, va être terminé. Et la communauté catholique attend que ce sanctuaire-là soit, pour la prochaine édition, la 135e édition, que ce sanctuaire marial soit inauguré par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Alors, on voit que les marcheurs, par exemple, quand ils sont arrivés en nombre très important, il y a eu du mal à les recevoir tout ensemble, à les recevoir à la fois sur ce site, d'où une arrivée qui a été programmée pour chacune des 31 paroisses qui ont effectué cette marche. Alors, merci à vous Daniel Diouf. Nous suivrons donc les temps forts de cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine sur les antennes de la télé Futur Média. Ce cambriolage spectaculaire perpétré dans la nuit du samedi au dimanche à la clinique Yahya Khadifal, 6 au quartier Kerserine Bara de Louga. Les malfaiteurs, au nombre d'une vingtaine, suffisamment armés, ont réussi à emporter en butin estimé à environ 200 000 francs CFA trouvés dans les caisses et des bijoux en or appartenant au personnel de garde. Ils ont également tenté de défoncer l'appartement du propriétaire, mais ce dernier a eu le temps de prévenir la police. Les bandits donc ont été pourchassés par les forces de l'ordre qui ont abandonné sur place leur véhicule. Une enquête est ouverte, nous dit Kiernofal. C'est aux environs de 4 heures du matin que les malfaiteurs à bord d'un pick-up ont débarqué sur les lieux. Ils ont réussi à défoncer la porte d'entrée de la clinique et se sont précipités vers la salle de garde où se trouve également la caisse. Il y avait minimum kenn ku yore arme bu gudd man xawma arme yi arme bu gudd ak koo xam ne arme bu gàtt la yor pistolet ñenn ñi c'était des marteaux ay cric jaasi yëpp la yor. Ils étaient très nombreux et suffisamment armés. Ils ont réussi à défoncer les portes, agresser le vigile avant de s'attaquer à la caisse. Au total, ils ont emporté environ une somme de 200 000 francs et des bijoux en or appartenant à l'une des infirmières. Déçus par la somme qu'ils ont trouvée dans les tiroirs, les cambrioleurs se sont dirigés vers le logement du docteur situé à l'étage. Mais heureusement pour ce dernier qui a été déjà alerté par son épouse de la présence de ces intrus. Ils ont amené ak ñoom kenn ki benn infirmière de garde bi Certains sont montés à l'étage où se trouve mon appartement. Ils ont essayé de m'obliger à ouvrir la porte, mais heureusement j'avais déjà appelé la police. Aussitôt informés, les hommes du commissaire Lamarana Diallo qui étaient en patrouille dans la zone ont effectué un transport sur les lieux. Mais matul 3 minutes
gars yi ñëw dóor ñaari balles de sommation. Aussitôt informé, une équipe de patrouille qui était dans les alentours est arrivée sur place. Les policiers ont tiré des coups de sommation et les malfaiteurs ont pris la fuite. Les malfaiteurs qui battaient en retraite ont finalement abandonné leur véhicule lorsque la police les pourchassait. Selon une source proche, le pick-up en question a été volé par les bandits qui se sont fondus dans la nature. Parlons de toute autre chose à présent avec les travaux de traversée du réseau d'hydraulique qui ont engendré des embouteillages monstres sur le pont de l'émergence Aliou Sow. Et ces ouvrages du CETUD en collaboration avec Ageroute vont définitivement régler le problème des inondations à Grand-Yoff et alentours. Selon le chef du projet BRT Ageroute, la fin des travaux est prévue dans la nuit du lundi à mardi plutôt. Suivez ce reportage signé plutôt Alassane Ba et Yaya Diallo. Pont de l'émergence Aliou Sow. Ils sont nombreux les automobilistes à se poser des questions sur les raisons de ces bouchons et des déviations. Réponse, il s'agit des travaux de traversée du réseau hydraulique du bus Rapid Transit. Une opération coup de poing qui vise à régler le problème des inondations. Donc ces travaux aujourd'hui consistent à collecter toutes les eaux pluviales qui quittaient depuis les 6S, depuis Grand-Yoff et un peu depuis Liberté 6 pour les amener sur le collecteur qui a été aménagé dans le cadre des travaux de l'ouvrage d'art du pont Aliou Sow par Ageroute avec un bassin qui était déjà aménagé. On va se connecter sur ce bassin aujourd'hui pour aller sur le Technopole. Parce que c'est un point névralgique et très compliqué du point de vue inondation Grand-Yoff. Chaque année, il y avait beaucoup de difficultés qui ont été enregistrées. Face à ces difficultés liées à la mobilité, un plan de déviation est mis en place par la compagnie de circulation de la police nationale. Et on est accompagné aussi par les autorités policières depuis le début de l'opération pour faciliter l'accès, pour faciliter aussi et améliorer la mobilité. Donc on en profite aussi pour s'excuser des désagréments qui sont engendrés par cette opération et qu'on mette juste dans le sillage d'une opération qui permettra, comme on l'a dit tout à l'heure, de régler définitivement les problèmes d'inondation dans la zone de Grand-Yoff et sur le corridor BRT. La fin des travaux est prévue au plus tard mardi 7 juin. Une seule terre, c'est le thème retenu à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui à Cambérène. Les populations sont massivement sorties pour nettoyer les différents endroits du village, mais également inviter tout en chacun à faire de la lutte contre les effets du changement climatique une affaire de tout le monde. Reportage signé d'Issa Prera et Pape Sangone Baye. Cambérène est sorti ce matin pour perpétuer une tradition, celle de rendre propre leur espace de vie. Une tradition cette année qui coïncide avec la journée mondiale de l'environnement. Donc aujourd'hui, attention, donc il faut revenir sur le civisme pour vraiment... C'est là, parce que nous te disons parce que nous avons l'idée de est-ce que Amad n'a fait non. Maintenant, il vraiment la collaboration entre les pouvoirs publics, les populations, vraiment pour nous, c'est très bien beau célébrer la journée mondiale de ceci, si réellement célébration avec donc, nous avons qui dit vraiment développement, aspect environnemental, ça c'est le développement durable. Sinon, c'est une journée, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que l'humanité célèbre depuis au moins 50 ans, depuis Stockholm, 1972, où les gens profitent de l'occasion pour rappeler les enjeux de la sauvegarde environnementale. Tout le monde aujourd'hui ressent les changements climatiques, les dégâts qui sont causés dans notre milieu de vie. Et comme on l'a dit dans le thème de cette année, nous n'avons qu'une seule terre, il n'y a pas de solution de rechange. Une journée spécialement dédiée à la protection de l'environnement, cela fait 40 ans qu'elle est instituée. Mais le constat est net, notre écosystème ne cesse de se dégrader par l'action de l'homme. L'urgence aujourd'hui est de préserver le peu qui résiste encore à cette destruction. L'environnement est notre support de vie. Nous nous devons de la protéger, de la préserver pour notre bien-être physique, moral, psychologique, social, tout autant qu'économique. D'ailleurs,
Son respect est un pilier essentiel du développement durable pour assurer l'héritage environnemental des générations futures. Cette année-ci, on a parlé d'une seule terre. Une seule terre, ça veut dire que donc il n'y a pas de frontière entre les États. Nous sommes une seule planète et nous tous nous vivons dans la même planète et il n'y a pas de limite. Donc les impacts venant de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique sont partagés partout dans le monde. Donc nous devons ensemble conjuguer nos efforts pour lutter contre la dégradation de notre environnement, pour lutter contre les impacts négatifs qui aujourd'hui posent le problème aux communautés. Une seule terre, c'est le thème choisi cette année. Une façon de dire qu'en matière de protection de l'environnement, les frontières n'existent plus. Les impacts venant d'autres pays et continents sont également ressentis ici au Sénégal. La commune de Gandon a profité de cette journée pour ouvrir les portes du centre d'enfouissement technique créé en 2008 à la presse, un site qui est devenu une véritable bombe écologique, nous disent nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. À l'instar du monde entier, la commune de Gandon a célébré la journée internationale de l'environnement. Le maire a d'abord planté un arbre fruitier au sein de la commune. Des activités de nettoiement ont eu lieu également dans beaucoup de quartiers. Est l'occasion d'assumer notre responsabilité, de préserver la planète Terre et de devenir des agents du changement. Derrière cette salubrité qui rythme le quotidien des habitants de Gandon commune, dans certains villages, le centre d'enfouissement technique entre le sommeil des populations. Des milliers de tonnes d'ordures sont débarquées ici. La mairie de Gandon compte apporter des solutions à cela pour soulager ces populations qui souffrent, surtout en période d'hivernage. Le centre est devenu une véritable bombe écologique pour la population de Gandon. Ce site est très néfaste pour les villages environnants. C'est pourquoi beaucoup de secteurs sont confrontés à des problèmes. La mairie de Gandon travaille nuit et jour pour sa réhabilitation. Le centre d'enfouissement technique créé en 2008 ne répond plus aux normes. L'équipe municipale de Gandon compte accélérer la cadence pour sa réhabilitation. Il y a beaucoup de travaux qui vont se faire. On va trier autant pour moi les déchets. Donc dans les années à venir, on verra que vraiment ça sera un mauvais souvenir pour la population. La célébration de la Journée mondiale de l'environnement, Gandon s'est mobilisé pour changer complètement son cadre de vie. Le centre d'enfouissement technique qui était jadis un espoir pour collecter et traiter des milliers de tonnes d'ordures qui viennent de Saint-Louis est aujourd'hui un véritable mbebes bis. Parlons à présent de la hausse du prix du supercarburant, mal accueillie chez les taximens, une augmentation de 135 francs qui risque de se répercuter sur les prix du transport. Un sujet signé Mariam Ndiaye et Tierno Loramendi. Trouvé à la station-service de Rudis, ce taximan veut faire le plein en carburant, mais ce monsieur semble être dépassé par la réalité des prix. Le prix de l'essence a connu une hausse. J'ai appris la nouvelle à la radio et cela me fait très mal. Nous allons travailler à perte. Lui aussi est taximan et n'était même pas au courant de cette hausse du carburant. Il pense déjà aux clients qui vont devoir accentuer les négociations sur les prix des courses. C'est vous qui me l'apprenez même. Je n'étais pas au courant. Ça va être difficile pour nous, avec surtout les clients qui ne vont pas accepter de payer en plus. À compter de ce 5 juin 2022, une hausse de 135 francs sera appliquée sur les prix du carburant super. Désormais, le litre de l'essence passe de 755 francs le litre à 890 francs CFA. Mariam Ndiaye, la relance de l'industrie pharmaceutique au Sénégal, une nécessité selon des acteurs sanitaires et des pharmaciens. Le but est de réduire la note de 150 milliards de francs CFA dans l'importation de médicaments à l'horizon 2035 et cela a fait l'objet d'une rencontre hier, compte rendu signé Fatou Kinedem. Acteurs du secteur sanitaire, pharmaciens, tous autour d'une table pour la relance de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. 10 projets publics bien structurés pour un coût de 94 milliards et 15 projets privés à hauteur de 210 milliards de francs CFA. L'objectif, c'est d'arriver à une souveraineté pharmaceutique. Sur ces investissements pharmaceutiques,
il est très urgent d'avoir cette souveraineté. Monsieur Sow l'a dit, ce n'est plus une question économique seulement, c'est-à-dire nous importons 150 milliards, mais c'est une question stratégique. C'est-à-dire il nous faut les avoir, sinon nous allons dépendre d'autres pays dans le secteur pharmaceutique. Un dispositif est déjà en place avec une réglementation du secteur. Aujourd'hui, le Sénégal a révisé l'ensemble de ces textes pharmaceutiques et nous sommes en attente de la promulgation de la loi sur la pharmacie, qui a pris en compte tous ces gaps que nous avons consentis depuis 50 ans dans le dispositif pharmaceutique et qui va nous promulguer sur un avenir très proche en réglant tous ces déficits en production. Autre défi, la gouvernance. Il fallait dans la relance de cette industrie pharmaceutique avec ces 9 réformes, avec ces 25 projets dont les 10 publics et 15 privés, mettre un système de gouvernance dédié à la santé. Les pharmaciens d'officine saluaient à l'occasion pour leur rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes venus accompagner, puisque conscients du rôle de la pharmacie et de notre indépendance pharmaceutique. Quand je parle avec les pharmaciens d'officine, qui sont pratiquement les membres du conseil d'administration, quand je vois les discussions pointues qu'ils mènent au conseil d'administration, quand il s'agit de problèmes techniques, je peux vous dire, et je vous rassure, Madame la directrice, que c'est sur la base d'une déontologie très pointue. Développer l'industrie pharmaceutique, c'est aussi d'avoir une feuille de route planifiée pour appuyer la production d'ici à 2035 à 50%. Cela avec un dispositif institutionnel fort comme l'Agence de réglementation pharmaceutique créée récemment. Les populations de plus de 40 localités du Dandé-Mayo manifestent contre la promesse non tenue du chef de l'État, lancée en grande pompe l'année dernière lors de la tournée économique de Macky Sall. Donc c'était pour le lancement des travaux de la route du Dandé-Mayo qui n'ont toujours pas démarré. Explication dans cette correspondance signée Ali Bandelian. Près d'une année après le séjour du chef de l'État qui avait lancé les travaux de la route du Dandé-Mayo, pas l'ombre d'une seule entreprise sur l'axe Matam-Diourbévol. En ce début d'hivernage, les populations de cette zone frontalière se sont retrouvées à Londou pour dénoncer la non-tenue de la promesse du président Macky Sall. Dans l'immédiat, nous exigeons la matérialisation effective de la promesse de son excellence monsieur le président Macky Sall relative au bitumage de la route du Dandé-Mayo, accompagnée de la construction de bretelles pour désenclaver certaines zones. En effet, pendant son passage à Nguidjilone, lors de la tournée économique du 15 juin 2021, le président Macky Sall avait procédé à la pose de la première pierre, annonçant le début imminent des travaux de bitumage. Mais, à la surprise générale, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Par conséquent, cette exigence reste non négociable, sans quoi le mouvement se réserve le droit de mobiliser tous ses militants et sympathisants de Dandé-Mayo et de la diaspora pour sanctionner le régime. Comprise entre les communes de Nabadji, de Bokidiawe, de Nguidjilone, de Dabia, de Agnam et même de Orefondé, cette zone enclavée ne dispose même pas d'un seul centre de santé. L'enclavement de la zone fait qu'il y a un grand problème de santé publique avec la persistance de maladies endémiques, un taux élevé de mortalité maternelle, justifiant à suffisance la nécessité d'un centre de santé ou d'un hôpital dans le Dandé-Mayo. Dans un contexte d'insécurité marqué par la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier, les populations se disent laissées à elles-mêmes. La zone transfrontalière du Dandé-Mayo est laissée en elle-même, sans poste de gendarmerie ni de police, malgré la recrudescence des actes de banditisme et la menace terroriste. Désemparées, ces populations regroupées au sein du collectif Dandé-Mayo Bulletin Blanc comptent tout bonnement boycotter les prochaines législatives. Puis la réalisation de cette route demeure une priorité du chef de l'État. C'est du moins l'avis du directeur des routes au ministère des Infrastructures. Même l'ambassadeur du Sénégal à Riyad suit le dossier avec les bailleurs. Mamadou Alassane Camara en parle au micro d'Ali Bandelian. Par rapport au Dandé-Mayo Nord, l'appel d'offres est lancé depuis longtemps pour la section Nguidjilone-Matam. L'entreprise
a été sélectionné. Au moment où je vous parle, le dossier au niveau de la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, a vu de non-objection. Et dès le retour de ce dossier, l'entreprise devrait se mobiliser et je pense que l'AGEROUTE est à pied d'œuvre pour même anticiper sur la mobilisation de l'entreprise sur le terrain pour un démarrage effectif des travaux. Et même pour que ay téeméeri dëkk yi fare ci Dandemayo bi ak li des ci biir pour ñun du commencé wuñu pour ñun parce que au moins booy defar route au moins que ay téeméeri dëkk yi fare ci Dandemayo bi ak li des ci biir mais kat dafa yéex trop te waxtu bi nga xamante ni ñu ngi dëkkmal un retard. Toutes nos excuses donc pour cette erreur technique. Nous parlons culture à présent. Biennale Dakar, l'atelier d'expression de la clinique psychiatrique Moussa Diop de l'hôpital Fann a organisé un atelier d'expression dans le cadre du off de la Biennale. Outre le traitement médical, la place de l'art dans la thérapie, surtout pour des patients atteints de troubles mentaux, est essentielle et incontournable. Une exposition d'œuvres plastiques de personnes qui ont vécu plutôt ou vivent l'expérience dans l'internement psychiatrique. Ibou Diouf et Pape Sangone Bay ont assisté au vernissage. Dans cet espace de l'hôpital Fann, on parle de l'art-thérapie. Ici, on n'enseigne pas aux patients à peindre ou à dessiner de belles lignes. La technique est de les aider à se laisser aller. Et la production que vous voyez là est une production qui a été faite par les malades et les anciens malades. Parce qu'en fait, il faut peut-être préciser que l'atelier regroupe une association qui s'appelle Rescapar, qui a pour nom le réseau élargi pour une solidarité culturelle agissante par l'art, qui a été créé par les anciens malades en 2008. L'art thérapeute a une fonction d'écoute pour tenir la prise de conscience au même titre qu'un thérapeute classique. En couchant un peu toute cette créativité sur du papier, ça permet un peu d'éviter de tomber dans la pathologie mentale. Et même quand on y est déjà, ça permet aussi d'exprimer si je puis dire, mais le vécu intérieur des patients. On sait très bien que les maladies mentales, les gens qui en souffrent, sont souvent très stigmatisés, sont rejetés par la société. Et ici, avec l'atelier qui est intégré au sein de la clinique, qui est incroyable, on essaye de leur donner un espace où ils peuvent s'exprimer sans jugement, où ils peuvent créer. À l'hôpital Fann, l'art joue un rôle clé dans le processus de la prise en charge des différentes pathologies. Ce que je peux dire, c'est que l'art-thérapie qui a été mise en place ici à l'hôpital Fann est juste un moyen de venir en appui à ce qui se fait dans l'institution. Il y a ce qu'on appelle la thérapie par les médicaments, mais nous avons choisi de faire une thérapie par psychologique. Au-delà de la pathologie mentale, même dans les autres affections, en médecine, dans les douleurs chroniques, dans les pathologies de fin de vie, dans les pathologies de certains enfants et même de leur famille. Donc, à vraiment plus d'un titre, l'art aide à soulager la douleur, la souffrance, qu'elle soit physique ou morale ou mentale. Des œuvres d'art, fruits de l'atelier d'expression de la clinique psychiatrique Moussa Diop de l'hôpital Fann. C'est aussi dans le cadre du off de la Biennale Dakar 2022. Le Taco Sanundar qui reprend des couleurs avec le festival du jazz sans lui. Les troupes traditionnelles et lyriques ont animé la parade. C'était en présence de nos reporters Habib Faye et Ahmadouba. Impossible de parler du festival jazz sans citer la parade des Signares, les troupes traditionnelles, les pas de danse Ndaurabine, entre autres le défilé des anciens véhicules. Taco Sanundar, nous y sommes. C'est un plaisir et on le fait à cœur joie. Et on vient par nos propres moyens. Donc personne ne nous donne des moyens pour venir. On se débrouille pour venir. Grâce à la musique, les peuples des différentes nations, des différents pays, des différentes affiliations peuvent se retrouver, échanger. Saint-Louis est une ville traditionnelle et culturelle. Les habitants aiment bien s'habiller comme nos ancêtres. Ils ne rataient jamais les 5 prières et récitaient beaucoup le Saint-Coran. Je suis très contente. C'est ça Saint-Louis. Je me retrouve bien dans cette région. Nous aimons vivre la bonne ambiance. Ces voitures datent d'une autre époque,
Grâce à une bonne conservation, les enfants ont eu la chance de les voir défiler à la place Faidherbe. C'est pas seulement les chants, c'est pas seulement la danse, c'est aussi faire la promotion du patrimoine culturel de Saint-Louis en particulier, mais du Sénégal de manière générale. Pouvoir assister à plusieurs spectacles et voir un petit peu la musique live qui est promise ici dans le festival et dans le programme. C'est l'arrivée tardive des partenaires du festival jazz, selon le coordonnateur. Ça pose problème. Et il y a des engagements qui ont été pris, qui devraient être pris. Et des engagements aussi des années précédentes survivent à nos jours. C'est pas du tout normal. La revue de la culture saint-louisienne est de mise. La place Faidherbe a vu toutes les couleurs grâce à la 30e édition du festival jazz. Voilà, nous restons à Saint-Louis pour y retrouver justement Habib Faye qui est sur place. Habib Faye, bonsoir. Le festival de jazz, la 30e édition, bat son plein. À sa 30e édition. Toutes nos excuses, des soucis techniques, certainement nous retrouverons nos équipes présentes à Saint-Louis lors de nos prochaines éditions. Sadio Mané qui continue de bien marquer sa présence en équipe nationale après 10 ans de loyaux services. L'attaquant maintenant meilleur buteur de l'histoire des Lions grâce à son triplé inscrit face au Bénin. Une prouesse qui s'ajoute à d'autres comme celle d'avoir porté le Sénégal sur le toit de l'Afrique, renforcé sa légende de meilleur footballeur sénégalais de tous les temps. Un sujet signé Chersali Boudiara et Thierry Laurent Mendy. Sadio Mané, encore un peu plus dans la légende du football sénégalais. Auteur de 3 buts face au Bénin en éliminatoire de la CAN 2023, l'attaquant de 30 ans est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal avec 32 réalisations. Un autre grand fait d'armes avec les Lions qui place le champion d'Afrique parmi les meilleurs footballeurs sénégalais, s'il n'est pas le numéro 1. Mané, meilleur joueur de l'histoire du football du Sénégalais parce qu'il a fait ce qu'aucun joueur n'a fait avant lui. On a vu des joueurs qui étaient là, qui n'ont jamais gagné de Coupe d'Afrique, des joueurs qui étaient là, qui n'ont jamais été proposés à un rang de Ballon d'Or. Lui, par 2 fois, il a frôlé le Ballon d'Or mondial. Vous vous rappelez récemment, avant-hier, il est classé 2e Ballon d'Or. Aucun joueur, c'est lui qui a remporté le premier trophée de Ligue des Champions en tant que Sénégalais. C'est lui également qui a été champion d'Angleterre en tant que Sénégalais. Donc vu ces statistiques, vu tout cela, il est normal de qualifier Sadio comme étant le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais. Après une décennie de présence en équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané n'a presque plus rien à prouver dans sa carrière internationale. Celle-ci peut être exceptionnelle toutefois si le natif de Bambali parvient à hisser les Lions dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui lui reste. Il a gagné tout ce qu'on peut gagner en Europe, il a gagné tout ce qu'on peut gagner en Afrique. Maintenant, il reste à gagner ce qu'on peut gagner dans le monde. Ça veut dire une Coupe du Monde ou bien à défaut amener cette équipe sénégalaise vers une finale ou une demi-finale. Là, c'est déjà un exploit. Auteur d'un triplé face au Bénin, Sadio Mané a inscrit des points dans la course au Ballon d'Or mondial. Il a l'opportunité de récidiver face au Rwanda mardi prochain.
Mané et ses coéquipiers qui se sont imposés hier 3-1 face au Bénin. Une très belle victoire malgré l'état de la pelouse du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio qui a suscité la polémique, une situation qui a poussé le ministre des Sports Matarba à s'appesantir sur l'entretien et la gestion de ce stade récemment inauguré. Je vous propose de l'écouter. Avec les titularisations de Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye, la jeunesse était au pouvoir au milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal face au Bénin. Une chance bien saisie par la relève de Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Avant leur sortie, les Lions avaient une avance de 3-0. Aliou Cissé veut donner du temps de jeu à tout le monde. Il y a 2 matchs en fin de saison. Les joueurs sont souvent très fatigués et ils ont la tête aux vacances. Leurs familles attendent, les enfants, leurs épouses. C'est pas évident. Je pense que c'est un bon choix de la part de Aliou Cissé. Il donne du temps de jeu à Pape Gueye, à Pape Matar Sarr. Et je pense que pour le moment, ça marche bien. Toutefois, il semble qu'ils ne sont pas encore en mesure de bousculer la hiérarchie. Pape Matar, pour le moment, je ne pense pas. Je le trouve assez tendre. Peut-être quand il partira à Tottenham, il va monter en puissance. Il aura beaucoup plus d'expérience pour pouvoir bousculer la hiérarchie. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il puisse mettre sur le banc quelqu'un comme Gana ou quelqu'un comme Kouyaté. Même chose pour Pape Gueye. Il est en sélection, ça ne fait pas encore 1 an. Mais c'est un joueur qui a de la qualité. Dans tous les cas, ce sont des jeunes qui incarnent l'avenir de la sélection et leur heure viendra dans les mois et dans les années à venir. Le sélectionneur Aliou Cissé peut se réjouir d'une expérimentation réussie au milieu de terrain avec Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye. Une façon de démontrer la profondeur de banc de l'équipe nationale du Sénégal, de la plus-value en vue du mondial. Toutes nos excuses, ce n'était pas l'extrait du ministre, mais plutôt le compte-rendu de ce match entre le Sénégal et le Bénin. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.